Et d'ailleurs, c'était un slogan aussi qui est né à ce moment-là, ou juste avant, c'était si les femmes s'arrêtent, la société s'arrête. Et pendant la pandémie, c'était ça, c'est-à-dire que si les femmes s'étaient arrêtées de travailler, avaient arrêté de soigner, avaient arrêté de s'occuper des enfants, avaient arrêté de faire le travail de caisse pour les caissiers, enfin, en fait, la société serait totalement arrêtée. Quel enjeu la syndicalisation des métiers féminisés? Les enjeux sont que nous sommes à peu près 15 millions de travailleuses et que, comme le dit en tête de la brochure, c'est une force sur laquelle le syndicalisme de place et de masse ne peut pas venir. L'enjeu des femmes syndicalisées dans n'importe quel métier est important. Dans les métiers féminisés, et d'autant plus. Et aujourd'hui, je pense qu'on verra quels sont les enjeux, les obstacles surtout, et peut-être repartirons-nous avec quelques outils pour chacune et chacun, dans nos métiers respectifs, métiers féminisés d'autant plus, arriver à proposer des choses concrètes, parce que les temps qui arrivent, on aura besoin de se mobiliser. Bonjour, on m'entend bien là? Ça a l'air de marcher. Du coup, moi je suis Justine, je suis technicienne de l'intervention sociale à ADF 38. Je suis à la CGT ADF 38. Je suis déléguée syndicale de la CGT du coup dans ma boîte. C'est une association en fait d'aide aux familles. Voilà, en fait, on fait du soutien à la parentalité et nos métiers sont dans la branche de l'aide à domicile. Voilà, donc voilà pour vous dire un peu la convention, etc. Donc voilà pour la présentation. Lisa, moi je suis à Sud Collectivité Territoriale. Je travaille dans un secteur aussi qui est très féminisé. Je suis animatrice extrascolaire et périscolaire pour une petite commune. Voilà. Moi, je travaille exclusivement qu'avec des femmes. Sur mon équipe, on est 7 à travailler en ALSH et on est toutes des femmes. Et dans la petite commune où je travaille, on est 33 agentes qui sont des femmes et il y a 6 agents qui sont des hommes. Et en fait, ces agents-là, soit ils travaillent au service technique ou soit alors ils ont les postes à responsabilité, quoi. Et donc sur les 33 femmes, on est 20 tous les midis qui travaillons à la cantine. Donc on est appelés les dames de la cantine. Donc c'est un peu le service phare de la commune. Voilà. Donc moi je suis Julie, je suis co-déléguée nationale de l'Union syndicale solidaire. Et du coup, je parlerai un peu plus largement de tout ce qu'on peut faire plutôt en intersyndical, interorga, par rapport à toutes ces luttes féministes. Et sinon, accessoirement, je suis infirmière, donc aussi un métier très féminisé. Voilà, 70% des infirmières, des infirmiers, ce sont des infirmières. Alors, Colline, moi je suis prof, alors je suis prof en lycée, mais plus généralement dans l'éducation nationale, enfin le corps enseignant est très féminisé, donc on est 71% d'enseignantes. C'est plus marqué à l'école, puisque dans le premier degré, on a 84% de femmes, alors qu'en collège et en lycée, on n'est plus qu'à 59%, mais on reste quand même majoritaire. Et ça, c'est pour parler que des enseignantes, mais en réalité, l'éducation, c'est tout un secteur avec plein de personnels qui interviennent et notamment des personnels qui sont beaucoup plus précaires et qui, là, sont généralement très, très majoritairement des femmes. Je pense en particulier aux accompagnantes des élèves en situation de handicap qui sont à 90% des femmes. Donc voilà, on est aussi un secteur très féminisé et un secteur plutôt assez syndiqué. Voilà. Alors du coup, on casse tout? Non? C'est bon? Okay.
Donc, je pense qu'on peut commencer la discussion sur les enjeux en tant que femme travaillant dans un métier féminisé à se syndicaliser. Les enjeux, les obstacles alors ? Bon voilà, je prends la parole, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est effectivement, il y a beaucoup d'obstacles, je pense, à la syndicalisation. Des fois, on perçoit pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est comme ça. On n'est pas, nous, par exemple, sur 180 salariés, à la CGT, on est 13 syndiqués, donc ça fait pas beaucoup. Il y a la CFDT aussi qui est représentée chez nous et qui est peut-être entre 15 et 18, je sais pas trop en fait combien elles sont, mais bon voilà. Bon. Toujours est-il que on n'est que des femmes et que voilà, on parle beaucoup des conditions de travail, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent vraiment s'engager en fait dans le syndicat. Voilà. Donc on est quand même toutes et tous ensemble. On a quand même quelques hommes, hein, mais voilà, c'est compliqué. Les enjeux, c'est qu'on soit peut-être un peu plus fort, plus formé, parce que bon, c'est vrai que quand on est dans une structure syndicale. On a peut-être un petit peu plus accès à certaines informations, une certaine lecture de la comment dire de la société quoi, et puis voilà, on a tout cet accès à la formation, bien que les formations syndicales soient ouvertes à tous les salariés. C'est souvent par le biais d'un syndicat qu'on passe, voilà, parce qu'il y a quand même la question du financement aussi derrière, voilà. Et bon, moi j'ai dit ma part, à vous. Nous, dans notre secteur, un des obstacles vraiment majeurs, c'est que pour pouvoir pouvoir syndiquer des personnes, et puis il faut aussi faire groupe. Et en fait, nous, nos unités de travail, elles sont très très petites. Mes collègues, on peut travailler en équipe de 2 ou de 3 dans certaines écoles, et aussi on a des temps coupés en fait toute la journée. Donc non seulement c'est très précaire. Par exemple, on peut travailler de 7h le matin à 7h le soir, mais travailler que 4 ou 5 heures en fait sur toute cette période-là. Et donc en fait, quand on a fini nos 2 heures de travail, une des priorités, c'est souvent de rentrer à la maison le plus vite possible pour pouvoir travailler faire son travail qui nous attend à la maison, le travail domestique, le plus vite possible, pour ensuite pouvoir retourner au travail et refaire cette deuxième partie de journée. Et donc, c'est assez compliqué de pouvoir avoir le temps, en fait, entre collègues, de pouvoir discuter, de voir pourquoi on a intérêt à s'organiser ensemble. C'est souvent coupé comme ça. Alors, pour les obstacles à la syndicalisation, en particulier des femmes dans l'éducation nationale, il reste quand même le fait que le syndicaliste reste justement une image d'un syndicaliste, et qu'il n'y a pas forcément une facilité à s'identifier, à se projeter dans ces luttes quand elles sont majoritairement incarnées par des hommes. Donc pour le coup, je pense que c'est aussi justement un enjeu de féminiser l'action syndicale. Et voilà, c'est l'obstacle majeur. Après, effectivement, ça va dépendre aussi entre premier degré, second degré, etc. Parce que le premier degré, les écoles vont aussi être des groupes plus petits. Et donc, effectivement, il va être plus facile de se retrouver isolé sur son lieu de travail. Et il y a beaucoup de pression de la hiérarchie et de culpabilisation quand on essaye justement de se former syndicalement ou autre. De responsabilité du fait que finalement on abandonne nos élèves et comme si les personnels étaient immoraux, voilà. Donc ça fait partie des obstacles à la syndicalisation aussi. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui fait partie, c'est un peu des obstacles à la syndicalisation, c'est aussi, en fait, on vit dans une société patriarcale où aujourd'hui les stéréotypes de genre font que les femmes sont toujours cantonnées au foyer. Donc si on prend des responsabilités syndicales, ça veut dire qu'on sera moins à la maison, et d'un autre côté, si on est moins à la maison, qui va s'occuper des enfants? Et la pression de la société fait que on peut apparaître comme une
mauvaise mère, voilà, et du coup ça peut freiner en fait des collègues qui voudraient se syndiquer. Donc souvent, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'effectivement, il y a dans les métiers féminisés, il y a de plus en plus de personnes qui se syndiquent, mais qui ne prennent pas forcément de responsabilités, parce que à partir du moment où on prend des responsabilités, ça veut dire que derrière, il faut repenser, quand on a une vie familiale, il faut repenser toute cette vie-là, ce qui n'est pas forcément simple. Ça demande de déconstruire tout ce dans quoi on a grandi. Donc ça peut se faire. C'est aussi à nous, en tant que syndicalistes, de proposer des espaces pour pouvoir permettre aux femmes de se syndiquer, c'est-à-dire éviter des réunions le soir après 18h, c'est-à-dire si jamais il y a des réunions qui s'organisent après 18h, peut-être prévoir aussi derrière des modes de garde, que ce soit notamment pour les enfants. Voilà. Donc il y a aussi, en tant que syndicat, on doit aussi penser ça. Et aujourd'hui, effectivement, ça a été dit, le syndicalisme est encore pas pensé ainsi. Dès qu'on pense syndicat, on va souvent penser à un homme. Parce que effectivement, dans les personnes qui ont des responsabilités aujourd'hui syndicales au niveau national ou qui peuvent prendre du temps pour pouvoir militer, souvent ce sont des hommes. Et voilà, donc c'est aussi à nous de repenser nos espaces en tant que syndicalistes pour pouvoir permettre en fait aux femmes de se syndiquer. Après, maintenant, il y a quand même vachement les réseaux sociaux où on peut papoter toute la journée sur des thèmes divers et variés. Enfin, nous, on l'utilise beaucoup entre syndiqués, en fait, de discuter comme ça à distance. Alors, malheureusement, c'est dommage parce que c'est à distance, mais voilà, c'est quelque chose quand même qui nous sert. Parfois, on a quand même des échanges assez fournis, en fait, alors qu'on est à distance, quoi. On est en train juste de discuter sur des réseaux. Bon, après, chacun fait le choix de son réseau. Je ne vais pas faire de la pub, c'est ce qu'on doit choisir. Mais enfin, voilà. Je pense que ça peut aussi être une possibilité parce qu'effectivement, se retrouver en plus du travail quand on est dans des métiers qui sont toujours des métiers de passion, en fait, et où on est très engagé déjà sur le terrain dans notre boulot en lui-même, où on ne peut pas prendre du temps pendant qu'on est en train de faire notre travail. On n'est pas genre dans un bureau où on se dit, bon, ben là, je peux faire en même temps ça et ça. Ben, en fait, non, on ne peut pas parce qu'on est auprès des enfants, on est auprès des personnes aidées, on est auprès on est vraiment dans des situations où c'est pas possible de faire les deux choses en même temps. Ça, c'est quand même très particulier. Et en plus, avec des horaires des fois un peu tout pourris où on termine tard, etc., entrecoupé, tout ça. Donc effectivement, se retrouver le soir après, ça c'est un vrai obstacle en fait, de pouvoir se retrouver, ne serait-ce que se retrouver et discuter. Donc après, c'est pas l'idéal de faire les choses à distance, mais il y a quand même des choses qui peuvent se passer. La preuve, quand on s'est organisé là pour venir ici, on a été simplement sur des trucs de chat, quoi. Voilà. Bon, voilà. Moi, je vois aussi que souvent, dans les revendications ou les enjeux en fait, des secteurs féminisés, ils sont assez minimisés par les syndicats. Et en fait, il y a peu de prise en compte des revendications, par exemple, liées à la pénibilité. Par exemple, quand on travaille 10 heures avec des enfants, quand on dit qu'il y a du bruit à la cantine, quand on a mal au dos à cause de servir des enfants à table, ou le ménage, par exemple, souvent, il y a des personnes qui prennent pas ça sérieusement comme étant vraiment pénible et surtout commun à tous les secteurs, quoi. Et en fait, ça fait un peu lien aussi avec la mentalité un peu machiste qui reste dans la société où en fait, comme c'est peu considéré comme du travail de s'occuper des enfants, de faire le ménage, de prendre soin, c'est un peu normal aussi que... on prend pas en compte la pénibilité en fait, comme on considère pas que c'est un travail, c'est pas grave si c'est un peu dur. Et nous par exemple, on entend souvent le matin quand les familles déposent les enfants, le amusez-vous bien. Et c'est vrai, on passe des bons moments avec les enfants, mais en fait ça nie aussi le fait qu'on est au travail et qu'on n'est pas là pour que s'amuser, quoi. Donc, ce qu'on peut entendre, c'est qu'il y a une représentativité, je ne sais plus, des femmes, même au sein de leur propre syndicat, parce qu'il y a un manque de temps pour les femmes.
Ce que j'entends aussi, c'est que effectivement, les métiers, en tout cas que moi je maîtrise, les métiers féminisés, ce sont des métiers qui sont essentiellement dans le prendre soin, comme si on naissait femme et avec le gène du prendre soin, et que finalement, c'est pas ce que tu viens de dire, c'est pas un métier, c'est une profession de foi, et que finalement, on n'a pas besoin de s'organiser pour demander, obtenir des façons de travailler décentes, négocier. Et puis moi, alors je vais vraiment parler pour moi, je me heurte aussi au fait que je suis dans un métier où on est essentiellement que des femmes, mais la direction, elle est masculine. Et que le dernier mot revient tout le temps à la direction, que ce soit l'organisation des horaires de travail, des heures de congé, l'organisation de ce qui est affiché dans l'espace public de l'entreprise. On est dirigé par des hommes. Le CSE est représenté par un homme et on a très peu droit de citer, alors que si on raisonnait logiquement, en tant que femme, on devrait être dans un secteur féminisé les plus représentés à la tête de tout ça, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, encore une fois, comment on s'organise, quels outils on peut aujourd'hui partager avec tout le monde pour repartir et revenir lundi avec quelque chose de concret pour que... Okay. C'est une vraie question. C'est voilà, dans le rapport de force, qu'est-ce qu'on installe pour se dire à partir de lundi, et alors évidemment, ça ne sera pas lundi que tout va changer, mais comment, en terrain de fond, on amène ce changement-là dans nos métiers ? Je pense qu'il faut l'emmener dans nos métiers, mais il faut aussi l'emmener dans nos syndicats, en fait. C'est d'abord, ouais, je pense qu'il faut d'abord l'emmener dans nos syndicats, en formant notamment les personnes, les militants et les militantes déjà. Nous, ce qu'on organise à Solidaire, c'est des formations pour lutter contre les inégalités et les stéréotypes de genre. Et cette formation-là, elle est très importante parce qu'elle fait prendre conscience de tout ça, en fait. Et elle fait prendre conscience que souvent en tant que femme, en fait, on a ce qu'on appelle la charge mentale, l'enchevêtrement des temps, c'est-à-dire que même quand on est au travail, on doit penser à d'autres choses. Je vais prendre un exemple vite fait. Cette formation, une fois, je l'ai animée avec des camarades de Albi. Alors, c'est une formation en général où il y a quasiment que des meufs qui s'inscrivent. Bon, c'est comme ça. Mais à Albi, cette fois-là, il y avait une majorité d'hommes. Et dans cette formation-là, à un moment donné, on demande à des stagiaires de raconter leur journée. Et là, la camarade femme raconte sa journée et derrière, son camarade homme raconte la sienne. Et en fait, il était halluciné, ils ont tous halluciné de tout ce qu'elles avaient à penser en dehors du travail et qui expliquait en fait pourquoi est-ce qu'elles n'avaient plus le temps de penser pour lutter pour leurs propres droits au travail en fait. Et du coup, c'était plutôt très positif de sortir de ça et de montrer que... de faire prendre conscience à nos camarades hommes, cis notamment, que cet enchevêtrement des temps, cette charge mentale, en fait, ça pèse pour la syndicalisation des femmes. Et ça peut, et à partir du moment où on passe cet obstacle-là, il faut aussi passer l'obstacle de porter en fait dans nos boîtes des revendications féministes, donc la revalorisation des métiers féminisés, se battre pour que nos diplômes soient reconnus à leur juste niveau. En ce moment, en intersyndical, avec la CGT et la FSU, on a une revendication de demander des congés pour les femmes victimes de violences pour qu'elles puissent quitter le domicile. Donc on demande 10 jours de congés pour les femmes victimes de violences pour qu'elles puissent quitter le domicile. Et je pense que c'est des revendications qu'on doit réussir à mettre en avant sur nos lieux de travail pour que les femmes aussi se syndiquent. Et puis bien sûr toutes les revendications qui sont liées au secteur propre et aux accidents de travail qui sont effectivement très importants, alors qui diminuent de manière générale et qui par contre dans les métiers féminisés augmentent de façon assez exponentielle. Et aussi dans
dans les choses pratico-pratiques. Donc moi, je suis militante à Sudéduc 69 et c'est vrai qu'à Sudéduc, on pratique aussi les tours de parole avec priorité aux personnes qui n'ont pas parlé, etc. Et ça favorise clairement l'émergence de la parole de toutes et tous et en particulier des personnes, souvent majoritairement des femmes, qui ont plus de mal à se sentir légitimes à prendre cette parole. Et cette pratique-là qu'on pratique au sein du syndicat et qui fonctionne très bien, je trouve, et ben, c'est aussi derrière la propager sur nos lieux de travail, justement, et donc la mettre en œuvre dans nos heures d'information syndicale. Et c'est ce qu'on fait. Et là encore, en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent donner leur avis en heure d'information syndicale, qui osent participer aux discussions, aux prises de décision. Et voilà, et des femmes qui derrière se syndiquent aussi, alors souvent du coup à Sudéduc 69, mais voilà, enfin c'est aussi des pratiques, des choses très concrètes qui, voilà, c'est pas miraculeux et ça fait pas tout changer, mais ça aide à améliorer les choses. Moi, je sais pas trop, je suis pas maîtresse du temps, donc je sais pas combien de temps il nous reste. Est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce que voilà. Oui. Ok. Et ben du coup, question de la salle. C'est Léo qui fera les yeux parce que. Bonjour, donc moi je m'appelle Nanou, je suis éducatrice de jeunes enfants à Montpellier pour le coup. Donc je travaille en crèche, c'est aussi un métier à 98% féminisé. Dans ce qu'on peut faire au quotidien, enfin moi je voyais surtout de commencer à créer un véritable collectif sur son lieu de travail, c'est-à-dire commencer à travailler avec ses collègues à la base sur un cahier de revendications qui me semble quand même être quelque chose d'important. Et aussi de souligner que dans les métiers dits féminisés, ce qui me semble aussi très particulier, c'est la question du métier. C'est-à-dire que ce qu'on voit souvent apparaître, c'est des revendications qui sont liées au sens du métier et au sens de pourquoi tu es là, comment tu le fais. C'est rarement déconnecté de comment tu le fais et pourquoi tu le fais. Donc du coup, peut-être c'est aussi quelque chose qui est spécifique à ces métiers-là. Alors, outre la question de la culpabilité, la question d'un travail naturel qui n'est pas valorisé, qui n'a peut-être même pas besoin d'être payé, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de l'ordre du sens qui me semble assez important. Et puis, il y a un autre truc qui me semble important, c'est la question du décloisonnement syndical. Enfin, si on parle d'un secteur, le secteur de la petite enfance touche à la fois le lucratif, la fonction publique, l'associatif, enfin il y a plein, la fonction hospitalière, et il y a des lieux qui sont hyper importants pour toucher tous ces gens-là en même temps et créer des collectifs et des référentiels de métiers dont on a besoin pour s'opposer à notre hiérarchie. Le management dans les métiers dits féminisés est aussi très très brutal. Et donc du coup, il y a quelque chose d'un décloisonnement qui est important et d'un rapprochement avec les milieux féministes. Parce que pour le coup, moi, quand avec mes collègues, on va dans des espaces féministes qu'elles ne connaissent pas et auxquels elles ont eu accès via les syndicalistes féministes au sein du syndicat, c'est aussi quelque chose qui donne sens et qui fait qu'à un moment donné, ne pas rester dans son syndicat, dans son secteur, pouvoir rencontrer au niveau interprofessionnel des gens et pouvoir aussi aller rencontrer des espaces plus féministes que ceux du syndicat, c'est aussi quelque chose qui me semble porteur pour que les femmes aillent vers les syndicats et se syndiquent. Voilà. Oui, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le sens de nos métiers, en effet, qui est très important, et sur la culpabilité qui est portée, d'autant qu'en effet, là, il y a une brutalité importante du management, comme tu viens de le dire,
et beaucoup de précarité. On a un développement de l'intérim et des CDD très importants. On est en permanence en sous-effectif avec une charge de travail accrue. Il y a en effet un chantage à la prise en charge des personnes qu'on accueille ou dont on s'occupe. Voilà. Et ça, en effet, c'est extrêmement pesant. Sans compter qu'il y a aussi les niveaux de salaire qui viennent à rajouter, qui sont un obstacle à la syndicalisation, parce que c'est quand même un combat quotidien de jongler avec des fins de mois super difficiles, du budget trop restreint. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Oui, bonjour. Francis, moi je bosse dans l'hospitalier. J'ai pas mal milité syndicalement depuis 10 ans dans le secteur. Et je voulais revenir sur le mouvement de grève massif qu'il y a pu y avoir autour de la question des retraites. Et dans ce moment-là, on a vu ressurgir la dichotomie entre secteur dit bloquant et secteur dit non bloquant. Et secteur bloquant, c'est plutôt les secteurs masculins, les raffineries, l'industrie, l'énergie, etc. Ou Dockers. Et en fait, comment vous, dans ce mouvement-là, vous avez sûrement été impliqué, comment ça a été évoqué et comment est-ce que peut-être les secteurs plus féminisés n'ont pas été mis sur la touche à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été mis en place? Bonjour. Je vais essayer d'être synthétique. Ça va être un léger décalage, pas trop. J'ai travaillé pendant 3 années dans un secteur ultra féminin, avant que je me retrouve en arrêt de travail depuis maintenant un peu plus d'une année. Pour moi, ce que vous dites, c'est hyper intéressant. Mais moi, j'ai un peu une vision aussi qui est un peu extérieure aussi. Parce que, certes, je suis un homme cisgenre, mais je me suis senti toujours discriminé dans le cadre du travail. Notamment, j'ai un TSA qui a été détecté récemment, pendant mon arrêt, donc un trouble du spectre de l'autisme. Et j'ai jamais réussi à être dans les codes. Et quand j'ai travaillé 3 années dans l'insertion professionnelle, ça m'a permis de mettre ça à jour. Mais c'était un secteur où moi, toutes mes responsables, c'était des femmes. Les décisions étaient prises par des femmes, que ce soit en mission locale ou auprès des bénéficiaires du RSA, quand j'ai pu y travailler. Et j'ai aussi fréquenté certains milieux féministes. Moi, la question que je me pose, c'est, surtout dans un secteur où maintenant ils vont prendre une nouvelle loi travail, concrètement, la question de syndicat, c'est quasiment féminin et les gens s'en foutaient en fait. Moi, la question que je me pose, c'est, avec justement les problématiques que vous parlez dans des métiers, j'ai l'impression qu'ils sont surtout dans l'hospitalier, que je ne connais pas moi personnellement, avec une charge mentale justement qui est ultra problématique, comment faire le lien aussi avec d'autres secteurs où là les femmes ont un peu plus le lead aussi. Moi, ma responsable qui n'a pas voulu me garder quand j'étais en mission locale, elle était dans l'économie avant. Elle s'en foutait royalement que je savais m'occuper des jeunes. Et donc, il y a aussi des mécanismes de domination, peut-être je ne sais pas si c'est du fait du système patriarcal, mais qui sont aussi produits par des femmes. Et pour moi, la question, c'est, au-delà de ce que vous soulevez, qui est totalement juste, comment on fait pour avancer, élargir le spectre et être dans un truc pour les femmes, mais aussi de classe, des personnes stigmatisées, peu importe qu'elles soient racisées, qu'elles soient... Voilà. Je peux me permettre, non, parce que là, ça fait beaucoup de trucs, là. Il y a eu plein de choses. Oui, je suis désolé, j'ai du mal à faire ça. Non, mais parce que là, tu parles d'un truc, il y a eu d'autres questions. Alors, en fait, c'est hyper intéressant, en plus, ce que vous soulevez. Vraiment, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de choses à répondre, mais je trouve ça vraiment riche. Et en fait, je trouve, par exemple, pour la question que tu viens de poser, en fait, je me dis, le truc qu'il faut faire, c'est, par exemple, se retrouver là, se retrouver ici, en fait, tous ensemble, avec des luttes communes qui regroupent, en fait, toutes ces stigmatisations, en fait, dont on veut plus, dont on veut pas. Et
Donc voilà, moi, dans mon quotidien, en fait, le truc que je fais le plus finalement en tant que syndiqué, en tant qu'engagé, c'est d'être en lien avec les gens autour de moi. C'est le truc que je recherche le plus en fait. Et du coup, d'être en lien avec une diversité de personnes qui viennent de divers milieux. Et le syndicat, il me permet ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'interpros, d'intersyndicats, et je trouve ça vraiment super intéressant. Et là, tu retrouves des profils qui vont parfois être communs mais qui viennent de milieux différents, et du coup tu peux voir comment les problèmes ils sont traités de manière différente en fonction de là où ils se trouvent, quoi. Enfin, moi je trouve ça vraiment hyper riche, hyper intéressant. Il y a vraiment plein de choses à creuser à ce niveau-là, et déjà rien que le fait qu'on se retrouve là ici, enfin, je trouve ça extraordinaire, vraiment. Voilà, ce genre de rencontre, c'est super. Après c'est vrai que souvent la question que tu posais tout à l'heure quand tu nous dis on a qu'est-ce qu'on fait lundi, voilà. En fait, c'est vraiment trop dur de répondre à cette question. Mais vraiment, c'est super compliqué. Moi, je trouve déjà le fait qu'on soit là et de pouvoir parler de ça tous ensemble, et tous les sujets qui vont être encore abordés dans la journée, demain, tout ça, c'est vraiment ça qu'il faut faire, en fait. Donc, je pense que moi, lundi, en gros, quand je vais retourner au boulot, je vais dire « Ah bah, moi, j'ai rencontré des gens samedi, on a discuté autour des problèmes voilà, du syndicalisme dans les métiers féminisés, on a parlé des luttes trans, on a parlé de des luttes, enfin, etc. Enfin, tous les autres thèmes qu'il va y avoir, etc. Et enfin, je trouve que c'est ça qui est riche, en fait, c'est de communiquer entre nous le plus possible, de toute manière, comme on peut. Et puis après, effectivement, utiliser les outils qui existent comme les infos syndicales, des choses comme ça. Nous, on organise nos infos syndicales aussi, voilà, pour communiquer et puis pour dire, on est là. Les syndicats, ils sont toujours là, les filles, hein, on est là et on sera toujours là, mais il faut venir avec nous pour qu'on puisse construire des luttes, voilà. Je ne suis pas sûre de répondre à tout non plus. Sur le mouvement des retraites, alors peut-être partir celui de 2019 qu'il y avait eu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le moment où se sont montés les Rosies, mais pas que. Je parle des Rosies, pourquoi ? Parce que ça a permis, à travers d'autres modes de lutte, de communiquer, de faire passer des informations, des données féministes, notamment sur les écarts de revenus entre les femmes et les hommes. Alors c'était un peu concomitant, c'est-à-dire qu'il y avait toute ce qu'on appelle nous à Solidaire de chausser lunettes de genre, donc c'est-à-dire que quand il y a une réforme qui se passe, c'est de voir quel impact ça peut avoir sur les droits des femmes en particulier, et c'est ce qui avait été fait justement sur la lutte des retraites de 2019 et puis encore récemment, voilà. En rappelant que tout au long de la vie, il y a à peu près 20% d'écart de salaire, 20-25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, et que cet écart, en fait, il se répercute à la retraite avec des pensions qui sont 40%, voire 50% moindres. Donc ça, c'est ce qui était apparu durant le mouvement. Effectivement, secteur bloquant, secteur pas bloquant, c'est aussi ce qui est ressorti, dans le sens où souvent nous on travaille dans des secteurs où, enfin je dis nous, effectivement les secteurs féminisés sont aussi des secteurs qui sont soumis à ça y est, j'ai perdu le mot que je voulais dire, à l'assignation ou aux réquisitions de services. Voilà, nous en tant qu'infirmière, on peut être assigné, donc on peut se mettre en grève, mais on peut être assigné. Et c'est ce qui arrive très souvent, parce qu'on est de moins en moins infirmières. On travaille de plus en plus à effectifs très limites. Donc forcément, dès qu'on veut se mettre en grève, on est assigné. Ce qui n'empêche pas de lutter, bien sûr. Je trouve qu'il y a eu une grande visibilité en fait, des secteurs féminisés durant la pandémie, par contre. Parce que en fait, ça faisait partie des secteurs qui étaient, sans lesquels la société s'arrêtait complètement. Et d'ailleurs, c'était un slogan aussi qui avait été qui est né à ce moment-là, où juste avant, c'était si les femmes s'arrêtent, la société s'arrête. Et pendant la pandémie, c'était ça, c'est-à-dire que si les femmes s'étaient arrêtées de travailler, avaient arrêté de soigner, avaient arrêté de s'occuper des enfants, avaient arrêté de faire le travail de caisse pour les caissiers, enfin, en fait, la société serait totalement arrêtée. Dans les choses aussi qui de plus en plus quand même qu'on arrive à faire grandir, c'est l'idée de grève féministe. Ça fait quand même plusieurs années que c'est quelque chose que l'on porte en France. Et cette année, enfin, on a eu l'impression que médiatiquement déjà ça prenait un peu plus. On a eu enfin quelques retours de taux de grévistes. Alors c'est pas encore
la grève féministe qu'il y a pu y avoir en Islande cet hiver, ni qu'il y a pu y avoir en 2018-2019 dans l'État espagnol et encore dans d'autres pays. Mais cette idée de grève féministe, de grève des femmes, c'est quand même quelque chose qui prend de plus en plus et qui permet aussi de remettre en avant toutes les revendications sur la revalorisation des métiers féminisés, nos conditions de travail. Donc c'est quelque chose qui grandit, je pense, et qu'on espère faire encore plus grandir en intersyndical. Juste après, je te passe la parole. En aparté, c'est vrai que ça faisait... donc grève féministe, cette idée-là, c'est Solidaire qui l'a portée au tout début en 2014 au niveau national, 2012 pour Toulouse. Avec la FSU depuis 2016, la CGT, FSU et Solidaire en 2018. Et cette année, qui appelait à la grève féministe, il y avait en plus la CFDT et l'UNSA. Donc même au niveau intersyndical, c'est une idée qui grandit en fait d'appeler à cette mobilisation-là. Alors aujourd'hui, c'est que autour d'une seule date, mais au moins, on arrive à la faire grandir en intersyndical et on espère gagner plus de droits à force de se battre. Oui, donc j'ai quelques réactions par rapport à vos interventions. Mais déjà, peut-être pour rebondir sur ce sur quoi Julie vient de terminer, justement, la première intervention me faisait penser à ça, sur le fait qu'effectivement, dans nos luttes syndicales, il faut aussi faire du lien avec des préoccupations qui peuvent être pas forcément directement liées au métier à première vue, mais qui en fait vont avoir des liens, parce que aussi, voilà, des choses comme le droit à l'avortement ou autre, ça peut avoir des conséquences sur notre vie aussi en tant que salarié. Bref, je n'arrive pas à formuler les choses clairement, mais ça me paraît important de, justement, par le syndicat, faire aussi du lien avec des luttes et des préoccupations qui apparaissent plus comme étant sociétales que comme étant directement liées au travail. Parce qu'en réalité, si, pour les travailleuses, c'est des préoccupations qui sont reliées, et notamment justement dans les appels aux grèves féministes du 8 mars, etc. C'est justement un des moments où on peut faire ce lien, même si malheureusement c'est pas non plus toutes les organisations syndicales qui y sont favorables. Il y a un an, par exemple, comme tu citais d'autres organisations, mais une qui ne fait toujours pas partie de cette grève, m'a ri au nez quand j'ai dit qu'on pouvait peut-être appeler à rejoindre un appel à manifestation, parce qu'il y avait dedans le mot avortement dans une des 10 revendications. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas encore partagées, mais globalement, le sentiment que ça progresse syndicalement, de ces préoccupations. Et aussi par rapport à ce que tu disais sur le sens qu'on donne à notre métier, justement, je trouve que c'est souvent quelque chose qui est vraiment utilisé contre nous, dans le sens où puisqu'on a un métier qui a du sens, et finalement on pourrait l'exercer avec des conditions matérielles totalement dégradées, puisque voilà, on a une rémunération par le sens du métier. Sauf que en ce moment, je pense que dans ces métiers, justement, on voit que le sens du métier est de plus en plus mis à mal et que les conditions matérielles se dégradent. Et du coup, justement, personnellement, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir plus de rébellion contre aussi ces conditions de matériel dégradé, parce que justement le métier ne fait plus aussi sens. Je pense là donc à l'éducation. C'est pas pour rien qu'actuellement, en fait, il y a une crise complète du recrutement et qu'on n'arrive plus à recruter d'enseignants ou enseignantes, parce qu'au bout d'un moment, accepter des conditions matérielles de plus en plus dégradées, alors même qu'on ne nous laisse plus exercer un métier de manière qui fait sens, c'est vrai qu'il n'y a plus de volontaires pour le faire. Et sur la question des secteurs bloquants et non bloquants, pour le coup, justement, dans le cadre des mouvements retraite, ce dont on a pu se rendre compte dans l'enseignement, c'est qu'on n'était pas forcément un secteur directement bloquant, mais qu'on pouvait l'être indirectement, parce que finalement, en fait, en particulier, plus on intervient auprès d'un public jeune, plus finalement, quand les enfants ne peuvent pas aller à l'école, finalement, il y a des parents d'élèves qui se mettent en grève, parce que finalement, il n'y avait pas d'autre solution pour... que ça pouvait être un petit facteur
qui incitait un parent d'élève qui hésitait ou pas à faire grève à faire grève. Alors pas forcément toujours à aller en manifestation quand c'était pas safe pour les enfants ou autres, mais voilà, c'était déjà, ça pouvait quand même contribuer à impulser un mouvement. Je vais juste rajouter quelques petits trucs. Moi, je pense que dans ce que tu disais aussi de réouvrir, de décloisonner un peu dans les syndicats, puisqu'on est dans plein de secteurs différents, c'est des trucs qui, en plus, peuvent être assez intéressants en termes de revendications, parce que, par exemple, nous, en animation, on a quelque chose qui s'appelle le contrat d'engagement éducatif. C'est un contrat de travail qui déroge grandement au code du travail. Par exemple, on est payé au forfait journalier et pas à l'heure. On ne cotise pas du tout pour les caisses de retraite ou du chômage. On a de la récupération imposée parce qu'on travaille trop, mais elle n'est pas payée, mais elle est quand même dans notre contrat de travail, donc on ne peut pas travailler ailleurs, par exemple. Ou en tout cas, si on se fait... Et ça, c'est ce genre de truc qui est commun quand même à tous les secteurs. Qu'on travaille dans l'associatif, et ben on peut avoir ces contrats-là. Qu'on travaille dans les communes, on peut avoir ces contrats-là. Qu'on travaille dans le privé aussi. Et en fait, de décloisonner comme ça et de pouvoir bosser ensemble, c'est des choses quand même qui sont assez intéressantes. Et puis, moi, je pense que dans nos collectifs de travail avec nos collègues, je pense qu'important aussi de redonner de la légitimité à demander des choses. Par exemple, moi, j'ai une de mes collègues, un jour, elle m'avait dit que pour elle, elle voulait pas trop se plaindre parce qu'en fait, c'était déjà une victoire pour elle d'être salariée. Parce qu'avant, sa mère et sa grand-mère, elles faisaient le même travail, mais à la maison, et c'était gratos. Et du coup, elle se sentait pas légitime, elle trouvait ça déjà bien, quoi. Et du coup, plus la précarité et les temps partiels qui favorisent le fait de pas dire non quand on demande des choses, ou en tout cas qui vulnérabilisent beaucoup, ça conduit à pas s'organiser, quoi. Ou en tout cas à pas se sentir légitime d'avoir à le faire. Et puis pour les secteurs bloquants et pendant les retraites, un peu nous, comme dans l'éducation, en fait, on s'est aperçu qu'en servant pas le midi la cantine, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école de la journée parce qu'en fait, il fallait que les parents posent des jours. Et par contre, là où on a essayé de s'organiser, c'était pour aller bloquer des endroits qui soient utiles, mais du coup, c'était pas directement lié à nos conditions de travail. Et donc ça, c'était toujours un peu difficile à mettre en place, quoi. Donc ce qu'on peut déjà commencer à retenir, c'est que peut-être commencer par organiser un collectif au sein de nos entreprises en tant que femmes, entre femmes, pour s'informer et peut-être amener à se syndiquer. Ça peut être déjà un premier outil à amener lundi. Et puis du coup, on attend la suite des questions, des participations. Oui, donc Maud de Sud Recherche, il y a une chose aussi que tu as évoquée dans ton témoignage qui est l'absence de prise en compte en fait, de la pénibilité, du risque, etc. et qui, à mon avis, est aussi un axe syndical important à mettre vraiment en avant. Là, il y a eu les assises de la santé des travailleurs et des travailleuses en mars à Paris. Et on sait maintenant, depuis qu'on a des données genrées en fait, sur tout ce qui est sinistralité au travail, accidents de travail, maladies pro, etc., que en fait, les accidents de travail et maladies pro des femmes sont en explosion incroyable. Et ça reste quand même largement sous les radars pour l'instant. Donc là, il y a, je pense, une bataille vraiment centrale à monter au niveau intersyndical sur cette question-là. Et en fait, tout ce que j'entends là, que ce soit donc, sur cette question de la santé, sur la question des rémunérations, en fait, ça me fait me dire à la fin que le syndicalisme, jusqu'à présent, il a échoué dans un certain nombre de choses, mais il a sûrement échoué notamment à être un outil de solidarité entre la partie masculine et la partie féminine de sa composition, quoi, de la classe ouvrière.
Je suis Vénus avec Gabriel du MNL Rhône, du pôle féministe. Vous avez dit tout à l'heure que ce serait bien de trouver des solutions pour que les enfants soient gardés, pour qu'on puisse se syndiquer. Mais je pense qu'au lieu de trouver des solutions pour se rajouter encore plus de travail, on devrait trouver des solutions pour que les hommes soient au moins aussi présents que les femmes au sein de leur foyer et auprès de leurs enfants. Je pense que c'est vraiment ça qui nous aiderait à avoir du temps pour se syndiquer. Merci beaucoup pour ces prises de parole. Je voulais revenir sur deux choses. La première, c'est cette histoire de secteur bloquant, qui, je pense, est une impasse dans laquelle on est tombé depuis un certain moment, à vouloir trouver le secteur qui bloquera et qui permettra de développer une grève massive. L'arme de notre classe, c'est pas le secteur bloquant, c'est la grève générale. Et ça, il va falloir l'élargir, le construire de partout et avoir cette conscience de notre force à bloquer, quel que soit mon secteur. Mes grands-parents, aujourd'hui, ils ont besoin de personnel de santé qui sont autour d'eux au jour le jour pour pouvoir tout simplement rester en vie. Demain, si ces femmes ne passent pas tous les jours, mes grands-parents, ils ont une semaine devant eux. Et ça, malheureusement, oui, c'est bloquant. L'autre question, c'est plutôt un témoignage. La camarade a mentionné la question des arrêts de travail et de la pression qui repose sur les femmes dans les luttes. Moi, je suis prof. Je bosse donc dans un établissement très majoritairement féminisé, dans le 93, donc un département en grand manque de moyens. On a mené une lutte pour des moyens. On a souffert dans une lutte pour des moyens. On a souffert dans nos établissements avec des collègues femmes qui ont beaucoup enduré les manques de moyens et les manques de la direction. Et ce qu'on a pu construire collectivement, ça a été bloqué par des hommes qui ont des positions plus privilégiées, qui ont été moins exposés, qui ont eu du coup moins à revendiquer. Et la semaine dernière, ça a abouti en des arrêts de travail de la part de ces collègues femmes qui se sont beaucoup mobilisées, qui ont beaucoup donné d'elles. Et ça y est, enfin, certains hommes de l'établissement comprennent que oui, il se passe des choses. Donc il y a aussi un appel à construire cette sensibilité et à prendre attention à tout ça. Merci. Baptiste de la CGT et du site syndicaliste. Sur la question de qu'est-ce qu'on fait lundi, bon, j'ai l'impression que un objectif qu'on veut se donner, puisqu'il y a besoin d'horizon et d'objectifs, c'est de dire commencer à construire le 8 mars 2025 en fait dès ce lundi, que si on veut qu'il y ait une grève féministe au sens de grève, c'est-à-dire avec des arrêts de travail et pas juste une manifestation avec pas mal de gens, mais une grève avec des secteurs qui sont à l'arrêt, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à la construire, cette grève, et pas en février 2025. Une fois qu'on a dit ça, comment on construit cette grève, il y a la première dimension sur laquelle que vous avez pas mal évoqué, qui est comment on construit un syndicalisme qui n'est pas pensé au masculin, qui est moins excluant dans ses formes, etc. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, il y a toute la dimension que vous mettez pas mal en avant à l'UCL, de dire secteur féminisé, c'est-à-dire si on veut qu'il y ait la grève féministe, il faut que les syndicats soient dans les secteurs féminisés. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de secteurs féminisés où les syndicats ne sont pas, ou très peu, quoi. Que ce soit le nettoyage, l'aide à domicile, c'est pas très syndiqué, le commerce, la CGT Commerce, c'est 0,5% de taux de syndicalisation, même pas, Sud Commerce, encore moins. Bref, il y a tout un ensemble de secteurs comme ça, où il suffit pas de dire il faut qu'il y ait des taux de parole égaux, etc. en réunion, parce qu'en fait, il y a la majorité des femmes salariées, en fait, elles sont même pas dans la réunion. Et du coup, la question, pour moi, c'est comment on fait aussi un effort volontariste et conscient pour aller vers l'extérieur, aller vers les secteurs qui sont pas encore syndiqués, aller vers les boîtes qui sont majoritairement avec des salariés majoritairement femmes et qui sont pas encore dans le syndicat, quoi. Et du coup, se dire ça, j'ai l'impression que ça permet aussi de voir
les faiblesses de notre syndicalisme là-dessus, pas pour s'auto-flageller, mais du coup pour se dire, bah ouais, non, s'il y a moins de femmes dans les syndicats, c'est pas que parce qu'il y a la société patriarcale. En fait, ça tient aussi à ce que cette société patriarcale, elle détermine notre syndicalisme, et que du coup, pour le coup, sur la forme de notre syndicalisme, on a des moyens d'agir directement dessus, parce que c'est nous qui décidons voilà, où on met les moyens, qu'est-ce qu'on fait, comment on structure notre syndicalisme, etc. Et du coup, c'est là-dessus qu'on peut travailler. Là où ça a été fait, voilà, c'est pas irréaliste, quoi. Il y a, à la fois en France, il y a des exemples de grèves féministes sur des revendications féministes dans différentes boîtes qui ont marché, notamment dans l'aide à domicile et dans d'autres pays aussi. Voilà, au Pays Basque, par exemple, il y a une réorientation féministe du mouvement syndical qui porte ses fruits. Donc voilà, c'est se dire ensuite, bah, à partir de là, tous les jours, on essaye de, comme tu disais, de mettre des lunettes féministes sur toutes les revendications, sur toutes les problématiques sur le lieu de travail, mais aussi dans l'activité juridique, par exemple, se dire, bah, ok, toutes les jurisprudences, etc., bah, à chaque fois, on repère les trucs qui peuvent avoir un impact féministe et on les diffuse dans l'ensemble de nos syndicats. Et bon, comme ça, petit à petit, on construit une volonté de grève féministe qui se diffuse dans l'ensemble des structures et qui permet d'avoir ce truc un peu porteur, cet objectif un peu porteur qui fait que les gens se mettent à y croire et mettent de l'énergie et qu'au final, bah, la grève féministe se passe concrètement, quoi. Alors, je vais commencer par répondre justement sur construire le 8 mars 2025. Alors, du coup, cette année, bah, comme le disait Julie tout à l'heure, il y a quand même eu un 8 mars avec une grève qui a commencé à être un peu plus prononcée. Donc, pour reciter les choses, dans le Rhône, enfin à Lyon, les manifs féministes, elles sont organisées par le collectif Droits des femmes 69, dans lequel il y a des associations féministes, mais aussi des syndicats, donc la CGT et Solidaire, et des partis politiques, dont l'UCL. Et justement, cette année, pour la première fois, en fait, le parti a été pris, le pari a été fait de faire une manif en journée, alors que généralement, quand ça tombait le week-end, c'était en journée, et puis sinon, c'était plutôt en soirée, début de soirée, pour permettre d'y aller après le travail. Et finalement, le pari de cette année a été hyper réussi, ce qui témoigne quand même qu'il y a eu une grève féministe qui commençait quand même vraiment à prendre, puisqu'on était à nouveau au-dessus des 10 000 personnes, alors qu'on avait peur, l'année précédente, on était à peu près dans les mêmes environs, et on avait vraiment peur d'avoir une perte de vitesse, mais on se disait oui, il faut quand même radicaliser la chose, y compris les associations féministes entendaient le fait qu'il fallait peut-être radicaliser les choses en passant par la grève. Et finalement, ce pari, il a quand même été bien réussi, ce qui est plutôt porteur d'espoir, et il faut continuer à le construire. Mais malheureusement, tout de suite, on s'est dit, allez, l'an prochain, on refait la même chose, sauf que en fait, le 8 mars 2025, c'est un week-end. Donc, ce ne sera pas tout de suite pour 2025, et on a peur que la bonne impulsion qu'on a eue cette année, qu'on ait du mal à la faire repartir dans 3 ans, quand ce sera à nouveau naturel de faire grève un 8 mars. Mais on va y travailler, donc on peut déjà commencer à construire le 8 mars 2027. Et sinon, sur le fait que la priorité, c'est que les hommes s'occupent des enfants, bien évidemment que sur le constat, on est totalement d'accord, sauf que c'est pas quelque chose qui se décrète comme ça du jour au lendemain, et qu'en attendant, il faut pas que les camarades femmes qui ont des enfants se trouvent à devoir porter seuls la responsabilité d'être, par exemple, en couple avec un homme qui s'occupe pas autant des enfants, et de devoir finalement faire une croix sur leur engagement syndical. Donc bien évidemment que c'est pas une volonté, voilà, ces solutions de mise en place de garderies, etc., ça n'a pas vocation à être notre but ultime de permettre que ce soit de cette manière-là que l'engagement des femmes soit possible. Mais par contre, ça peut être une façon d'y aider, de construire, et puis à terme, en réalité, avoir des garderies qui soient un petit peu collectivisées, ce serait chouette pour tous les parents, justement, que ce soit à la fois des hommes, que justement, si les hommes s'investissent autant que les femmes dans l'éducation de leurs enfants,
Et ben, le but, c'est pas que du coup plus personne ne puisse militer, mais c'est au contraire que tout le monde puisse militer. Donc voilà, c'est quand même des outils qui nous semblent intéressants. En parlant des outils, tu viens de me faire penser que à Toulouse, l'année dernière, pendant toute la mobilisation contre la réforme des retraites, il y avait des camarades hommes 6 de Solidaire 31 qui du coup avaient monté une garderie exprès pour chaque mobilisation. Donc au début, il n'y avait pas beaucoup, parce qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup assez de grévistes aussi au début, voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants, mais à la fin, ils avaient quand même peut-être pas loin d'une dizaine d'enfants, et ils étaient 4-5 à tourner, et ça a perduré, et de temps en temps, quand il y a des actions, ils le redisent, ils disent n'hésitez pas à nous solliciter, on est là, on remonte la garderie, voilà, ça fait aussi partie des choses qu'il faut vraiment qu'on prenne cette habitude-là. Aussi pour permettre à toutes de militer. Je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure de la grève au Pays Basque. Il y en a eu une il y a quelques années de ça en arrière. C'était les soignantes des maisons de retraite du privé, pour le coup, du Pays Basque du Sud, qui ont fait une grève qui a duré pas loin d'1 an. Alors c'était une grève, ce qu'on appellerait ici une grève perlée, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où elles étaient tout en grève, il y a des moments où est-ce qu'elles se relayaient pour faire grève, il y avait et des grosses mobilisations effectivement au Pays Basque, avec des journées de grosses mobilisations. Et leur plus grosse mobilisation, c'était le 8 mars, là, je pense que c'est 2018, où il y a eu une très grosse mobilisation dans tout l'État espagnol, mais au Pays Basque, cette mobilisation, elle était menée en fait par les soignantes des maisons de retraite du Pays Basque, quoi. Et c'était assez impressionnant. Et elles ont réussi. Elles se battaient en fait pour une revalorisation salariale et une amélioration de leurs conditions de travail. Et elles ont obtenu tout ça en fait. Donc c'était voilà. Et donc oui, ça peut devenir des secteurs bloquants. Faut juste qu'on réfléchisse à comment s'organiser pour que ça devienne vraiment un secteur bloquant, en jonglant avec les assignations et les réquisitions, bien sûr, où c'est ça qui est un peu plus compliqué. Les Suédoises avaient fait une très grosse grève il y a quelques années dans le milieu les infirmières suédoises avaient fait non, c'est même pas une grève. Elles avaient menacé de toutes démissionner de la fonction publique hospitalière, l'équivalent de la fonction publique hospitalière en Suède, pour obtenir une revalorisation salariale. Ça a fonctionné assez rapidement, où elles ont obtenu sur 3 ans 500 € d'augmentation de salaire de mémoire, je crois que c'était ça. Mais voilà, ça demandait une grosse coordination et une grosse volonté derrière de personnes qui s'engagent à faire une lettre de démission, ce qui est aussi un autre poids. C'est pas le poids de la grève, c'est différent parce que c'est la Suède, c'est pas forcément le même système, mais voilà. Il y a aussi une chose dans laquelle on n'a pas trop parlé, mais c'est de l'intérêt aussi pour nous, syndicalistes et féministes, de nous impliquer dans les collectifs féministes pour pouvoir ramener le féminisme vers le syndicalisme. Parce que des fois, c'est via ce biais-là aussi qu'on peut toucher les secteurs féminisés dont on connaît personne, ou quand tu disais avoir une approche active de ces groupes-là, ça peut passer via les organisations féministes. Et par exemple, à Lyon, si vous faites le 8 mars ensemble, c'est aussi une preuve que ça fonctionne en fait, et que ça peut changer la perspective. Quand on disait que les collègues ou nos collègues femmes, elles ont dans l'idée que le syndicalisme, c'est des hommes qui parlent fort et qui se mettent vite en colère, c'est aussi en travaillant avec elles dans ces réseaux-là, dans ces trucs-là, qu'on peut faire changer la vision et montrer que en fait, non, nous on est là, il y a des femmes en fait dans les syndicats, on est nombreuses. Et c'est bien si on commence à faire groupir que de se regarder les unes les autres, de continuer à se créer une histoire commune, de diffuser ça auprès de nos collègues. Et je pense que c'est vraiment un endroit aussi où on a du travail et on ne doit pas avoir peur, quoi.
Moi, ce que je voulais dire par rapport au secteur bloquant et pas bloquant, enfin nous, voilà, forcément, c'est un peu, voilà, nous quand on intervient, c'est vraiment auprès des familles par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Donc, il y a des gens, ils sont même contents qu'on vienne pas des fois. Il y a aussi d'autres personnes en fait qui seraient prêts à venir avec nous en manif. C'est déjà arrivé en fait de faire un petit tour. J'ai une collègue en fait à qui c'est arrivé d'aller faire un tour en manif avec une famille aidée. Parce qu'elle était solidaire en fait, voilà, de revendications, voilà. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de sensibiliser les usagers en fait de nos métiers en fait à nos conditions de travail et aux causes en fait qu'on peut soutenir, parce que parfois ils sont avec nous en fait, même la plupart du temps en fait, ils comprennent très bien puisqu'ils en ont besoin. Mais voilà, effectivement, c'est sûr que c'est dur de bloquer vraiment, quoi, de dire on bloque le pays, ouais, non, on va juste pas aider des gens, c'est hyper, c'est hyper difficile à se dire ça des fois. Voilà, et nous, donc cette année pour le 8 mars, on s'était mobilisés, enfin la CGT ADF 38 s'était mobilisée, on a fait une action, on avait fait un recueil de revendications sur nos conditions de travail vraiment dans notre métier, en mettant ça en lien avec le fait qu'on était un métier féminisé. Et ça n'a pas vraiment beaucoup pris, mais bon, c'était quand même une des premières fois où on se mobilisait vraiment, où on montrait qu'on était là pour cet événement. Donc effectivement, peut-être que les années prochaines, ce sera un peu différent, et parce qu'il y aura déjà eu une amorce quoi, sur la thématique. Et c'est vrai, je pense que c'est important de rester en lien avec les milieux féministes engagés, proprement dit, parce qu'en fait, ça peut mettre en lumière, en perspective cette réalité-là qu'on a tellement l'habitude de vivre en fait quand on est dans ces métiers, que des fois on voit même plus, on a trop la tête dans le guidon, on se dit bah oui c'est normal d'être dans ces conditions-là, enfin c'est nos luttes et tout, mais finalement ça s'éteint parce que voilà, quand on n'a pas de victoire pendant un long moment, on se dit bon bah de toute façon c'est comme ça, mais en fait ouais c'est comme ça, mais non en fait on peut très bien dire non aussi, on peut très bien se dire c'est aussi parce que la société elle est comme ça, voilà, dans cette société patriarcale, voilà, les femmes elles sont mises de côté, ok. On peut peut-être faire quelque chose en fait, on peut essayer de voir les choses autrement et se mettre ensemble et voilà, et voir les choses autrement. Et finalement, on en revient à cette idée d'être ensemble, ça nous permet peut-être de prendre la parole plus facilement, plus aisément. Moi, je pense aux personnes que j'accompagne qui sont en général des femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou familiales, intrafamiliales, qui sont des femmes seules. Et quand elles accèdent à l'emploi, en général, c'est des emplois très peu qualifiés et précaires, donc c'est essentiellement du nettoyage. Elles se sentent extrêmement chanceuses. Et donc, quand on se sent chanceuse, en fait, on remercie la personne de nous donner cet emploi. Et c'est très difficile pour elles d'oser se rendre compte et d'oser se dire que tout n'est pas normal et qu'elles ont droit, même en tant que femmes, à se prononcer contre leurs conditions de travail, même si effectivement elles ont besoin de travailler. Et les secteurs féminisés, c'est ça aussi, c'est qu'on a toutes et tous besoin, toutes en particulier, besoin de travailler, même si on fait un métier militant dans lequel on croit, parce qu'on est convaincu de notre action, il n'empêche que ça reste un métier et que ça reste compliqué à exercer pour plein de façons différentes. Et c'est prendre cette parole-là ensemble, qui, de ce que j'entends, de ce qu'on peut partager, qui va nous permettre d'avancer et de se prononcer peut-être plus férocement, de se mettre en grève aussi, plus solidairement. Parce que ces femmes-là, pour se mettre en grève, elles ont besoin de se sentir épaulées, de se sentir solidairement engagées. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Merci. Moi, je voulais parler de cette statistique de défenseurs de droits. Donc, une femme sur 5 a été ou va être harcelée au cours de sa carrière, dans son travail. Et donc, si on connaît cette réalité, donc potentiellement, ça représente beaucoup de femmes ou qui ont été déjà harcelées dans leur travail.
Je pense à cette interview de la présidente à l'époque de l'association contre les violences faites aux femmes au travail qui a dit que, ou dans un podcast, elle a répondu à la question pourquoi les hommes harcèlent les femmes au travail. Et sa réponse était parce qu'ils le peuvent. Et moi, je pense que ça peut peut-être aussi s'appliquer aussi dans le cadre syndical. Pourquoi les hommes harcèlent les femmes, y compris dans les espaces syndicaux? Je pense que parce qu'ils le peuvent. Donc moi, j'aimerais peut-être vous entendre aussi sur cette réflexion. Quels sont les outils qu'on peut se donner syndicalement pour instaurer un rapport de force en interne, pour ne pas se retrouver dans cette situation où finalement on va quémander une espèce d'égalité, une espèce pour que quémander, je sais pas, une attitude où les gens ne vont pas se comporter comme les salauds, y compris dans les syndicats. Et donc peut-être je vais préciser ma question. Souvent on est dans ces espaces où dans les sections, en fait, les sections s'organisent d'une manière plus ou moins autonome. Enfin, peut-être ça dépend des syndicats, mais donc du coup, le rapport de force, enfin, la question des sanctions, la question d'éducation, des questions de tout ce qu'on va mettre en place syndicalement pour éduquer, exclure. Enfin voilà, quelles sont les solutions et comment surtout faire pour que cette charge syndicale en plus ne repose pas exclusivement sur les femmes. Merci. Ouais, donc Antoine des comités syndicalistes révolutionnaires, Alsace, hôtellerie-restauration. Alors j'avais une question assez simple à poser. Alors quel est votre modèle de structuration générale, notamment je pense à l'aide à domicile? Est-ce que vous êtes en syndicat d'entreprise ou plutôt sur un syndicat local? Et est-ce qu'il y a une réflexion justement sur la structuration syndicale et sur l'impact qu'elle peut avoir sur ce que vous expliquez là? Et le deuxième point, c'est plutôt une intervention qui m'a fait tiquer. Parce qu'une des camarades parlait du fait de s'organiser entre femmes au niveau de l'entreprise, d'abord entre vous. La problématique, alors peut-être ça marche dans le public, hein, mais je regarde dans le privé et dans l'hôtellerie-restauration. Nous, si on commence à discuter entre nous comme ça, d'autant plus sur le lieu de travail, en étant centré dans l'entreprise, on se fait dégommer en 3 jours. Et sur les questions féministes, ça va être la même chose, hein, parce que dans la restauration, on a souvent les petits cadres qui ont envie d'avoir leur petite réserve et de traiter les salariés comme des merdes. Donc concrètement, comment vous voyez ça, quoi? Est-ce qu'il y a eu des cas de figure et comment vous organisez ça? Et pourquoi se limiter aussi à l'entreprise dans ce cas de figure? Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Moi, je voulais revenir sur la question du 8 mars et de la grève féministe. Et du 8 mars 2025, oui, ce sera un week-end, mais ce sera un samedi. Et le samedi, il y a quand même un très vaste champ professionnel et très féminisé qui travaille. C'est le secteur commerce, hôtellerie, restauration. Baptiste, il disait, à raison que 0,5% de cette profession est syndiquée à la CGT. Pour les autres syndicats, je ne connais pas, mais ça demeure des chiffres extrêmement bas. Et voilà, je crois que si on pense qu'on va réussir à faire une grève féministe avec des taux de syndicalisation aussi bas dans ce genre de secteur très féminisé, c'est une posture un peu idéaliste. Donc en fait, ce qu'on pourrait très bien faire dans la prévision de 2025, puisqu'en plus les champs professionnels à travailler sont réduits, c'est de mettre nos moyens syndicaux au service de la syndicalisation et dans le secteur du commerce, hôtellerie-restauration et de la préparation de cette grève. Hein. Les deux iraient évidemment de pair, parce que c'est exactement la même démarche syndicale, à la fois pour développer la syndicalisation et pour préparer une grève. Et voilà, c'est une idée comme ça, parce que je trouve que en fait, le week-end, il y a beaucoup de travail qui est vachement invisibilisé aussi, et notamment beaucoup de travail de femmes, avec toutes les questions que ça pose par rapport aussi à la vie de famille. L'année d'après, j'imagine que ce sera un dimanche, sauf s'il y a une année bissextile ou je ne sais quoi. Le dimanche, par exemple, il y a encore des énormes batailles contre le travail du dimanche dans le secteur du commerce aussi.
Donc voilà, c'est juste une réflexion comme ça, mais juste pour souligner le fait qu'il y a un moment, il faut qu'on choisisse consciemment de mettre des moyens en termes d'argent, en termes d'énergie militante, de temps, etc., pour la syndicalisation et le développement de cette grève, et pas qu'on en demeure aux incantations. Je ne dis absolument pas que c'est ce que vous faites, je le pense pas du tout, mais je pense plutôt au mouvement syndical, et notamment dans la CGT, où parfois on demeure aux incantations, alors qu'en fait, si on veut être matérialiste, on sait bien qu'il faut faire des efforts conscients dans ces secteurs-là pour les développer. Bonjour. J'avais envie de parler un peu aussi des contrats précaires. Moi, je suis intérimaire et actuellement, je travaille dans une entreprise à laquelle je n'appartiens pas. Donc, je suis seule. Et demain, je peux travailler dans une autre entreprise à laquelle je n'appartiendrai toujours pas et où je serai toujours seule. Et je pense que c'est j'ai du mal à me représenter combien il y a de femmes intérimaires ou sur d'autres contrats précaires, mais j'en doute pas une seconde qu'il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y a cette problématique-là aussi que je pense n'a pas été soulevée de l'isolement dans le travail. Et donc je pense que c'est une question à se poser, à soulever. De comment au final on peut faire front quand on est seul au travail, comment on peut se retrouver quand on est isolé, séparé, alors que finalement on sait qu'on fait masse mais on le voit pas. Voilà. Du coup, je vais vous laisser répondre, mais et conclure aussi en même temps, puisqu'on arrive à la fin de notre intervention. Qui est-ce qui veut... Je suis désolée, j'ai pas bien compris la deuxième partie de ta question sur. Ouais, alors du coup, c'est là que je vois pas. Je sais pas de quoi tu parles. Ben, de qu'est-ce que j'ai proposé. Est-ce que tu peux redire ce que j'ai dit? Ah oui. Okay. Ah oui, c'était ok. Bah, du coup, je vais pas répondre à ce que tu dis parce que c'est ma camarade Justine. Okay. Mais par contre, je veux bien juste répondre sur les isolés. Je pense que les isolés, c'est un enjeu en fait que notamment les grèves pendant les retraites a vraiment mis en avant des personnes. En fait, les collectifs de travail se retrouvent très très atomisés un peu partout, que ce soit dans les secteurs féminisés ou non d'ailleurs. Et du coup, il y a un gros enjeu pour les syndicats de prendre en compte les personnes isolées. Et moi, par exemple, dans mon UL, en fait, on essaye de créer une structure pour pouvoir organiser justement les personnes isolées. Et il s'avère qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes en fait, qui arrivent. Je ne sais pas pour quels moyens, parce que je ne sais pas pourquoi précisément, si c'est juste parce qu'elles sont en intérim, tout ça. Mais parce que, par exemple, dans le ménage, elles se retrouvent vite à être dans une grosse boîte et à faire avoir un contrat de ménage dans un endroit, et du coup elles viennent par là. Et donc c'est ça qui est assez intéressant aussi, de pouvoir développer nous, en tout cas là c'est l'UL qui prend ça en charge, mais c'est via l'UL et via l'UD que les personnes isolées s'organisent, et ça c'est plutôt chouette.
En fait, ça rejoint un peu ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que parfois on peut se retrouver à l'extérieur en fait. C'est justement pour ça qu'ils sont là, les syndicats, et que l'organisation structurelle sur les territoires, elle existe, et que la plupart du temps, les syndicats essayent d'avoir des locaux justement pour que les travailleurs et travailleuses se retrouvent voilà, dans des endroits qui ne sont pas toujours dans les entreprises, parce que dans les entreprises, des fois, il n'y a même pas de local syndical. Si c'est une toute petite entreprise, il n'y a pas de raison qu'il y ait un local syndical, parce qu'il n'y a même pas d'obligation à ce qu'il y en ait un, quoi. Donc voilà. Après, donc c'est vrai que nous, des fois, par exemple, on se retrouve à l'union locale par moment quand on peut, et voilà, enfin, aux unions locales qui nous prêtent les clés, les locaux, etc., quoi. C'est comme ça qu'on fait pour se retrouver. Et sinon, nous, notre structure, c'est la CGT ADF 38. Donc, c'est un syndicat en lui-même, quoi, qui dépose ses statuts à la mairie. Et on fait partie de la Fédération des organismes sociaux. Du coup, il y a des structures au niveau région, et puis ensuite au niveau national. Voilà. Il y avait une première question sur les structures du syndicat. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais non, je sais pas. Bah, oui, effectivement, pour l'aide à domicile, à Solidaire, c'est à peu près la même chose, je pense. C'est-à-dire que nous, elles sont en général syndiquées à Sud Santé Sociaux. Et donc, Sud Santé Sociaux, c'est une fédération de syndicats départementaux. Donc, elles sont rattachées à des départements. Et du coup, elles participent à de l'interpro au sein de Sud Santé Sociaux. Et après, bien sûr, au sein de Solidaire. Mais ce n'était pas sur ça que je voulais répondre, forcément. Je ne sais plus qui a parlé, qui avait... une femme sur 5 qui était victime de harcèlement au travail. De mémoire, c'est un peu plus. Il me semble que c'est plus de 30%. Alors peut-être que je suis nulle en maths, mais voilà. Par contre, il y a aussi comme donnée de ne pas oublier, c'est qu'il y a quand même à peu près autour de 8000 viols ou tentatives de viol sur le lieu de travail chaque année. Donc c'est quand même une lutte à mener dans nos boîtes, au plus près de nos boîtes. Sur qu'est-ce qu'on fait au sein de nos syndicats quand il y a du harcèlement sexuel, du harcèlement sexiste, c'est pas forcément simple. Mais de plus en plus de syndicats avancent sur cette question-là en mettant en place des chartes contre les oppressions lors de différents événements, lors de formations. Nous, c'est ce qu'on fait à Solidaire maintenant depuis 2-3 ans, où dès qu'il y a un événement où il va y avoir beaucoup de gens qui vont... Par exemple, s'il y a eu un événement comme ici, en fait, il y aurait eu une charte qui aurait été mise en place pour rappeler ce que sont les oppressions, pour rappeler ce que sont les dominations, ce qu'est le sexisme, ce que sont les agressions sexuelles. Et donc, en fait, on le met en place et en général, on met une cellule dédiée lors de l'événement aussi en place. C'est ce qui commence aussi à exister dans de plus en plus de syndicats et... Ah, pardon. Non, mais en fait, il existe au niveau national au niveau national, on se rencontre entre différentes cellules qui existent ou qui n'existent pas ou qui sont en cours de création régulièrement pour faire le point, voir où sont nos difficultés et voir comment les contourner, avancer, construire. Donc, c'est aussi quelque chose qui se construit donc à la fois dans nos syndicats, mais aussi à la fois en intersyndical. Et 2 derniers points sur lesquels je voulais répondre. Sur les espaces de mixité, non-mixité, nous, il n'y a aucun souci au sein de Solidaire pour avoir des espaces mixtes et des espaces non mixtes. C'est des fois plus problématique dans certains syndicats, des camarades qui ne comprennent pas l'intérêt de la non-mixité. Nous, ce qu'on rappelle, c'est que la non-mixité, ça sert à construire des luttes, ce n'est pas une fin en soi, mais que ça peut servir pour justement construire des luttes, des revendications, féministes, des revendications et puis apprendre la parole effectivement se libère plus facilement dans des espaces non mixtes. Donc pour nous c'est vraiment un outil qui est utile et constructif, voire même essentiel. Voilà, et comme l'année prochaine effectivement le 8 mars sera un samedi, il y a aussi le secteur de la santé qui est sur le terrain le samedi, qui sera donc il y aura aussi des préavis de grève. Et puis on pourra peut-être appeler officiellement à une grève de la consommation. Ça pourrait peut-être être aussi pas mal. On ne l'a pas trop porté cette année, mais ça fait partie aussi des grèves que l'on porte en dehors de... Quand on parle de grève féministe, on parle de plusieurs types de grèves. Et cette grève de la consommation sera peut-être plus visible l'année prochaine que ce qu'elle n'a été cette année. Voilà. Ainsi que la grève des tâches domestiques. Voilà.
Oui. Pour revenir du coup par rapport à la question sur effectivement les violences sexistes et sexuelles à l'intérieur des syndicats, qu'est-ce qu'on en fait? Donc effectivement à Sud Éducation, donc à l'échelle fédérale, donc nationale, effectivement on a depuis peu une cellule de veille contre ces violences sexistes et sexuelles qui existe pour que les victimes puissent être accompagnées, puissent être écoutées, puissent être crues. Et par contre, c'est vrai que vu qu'on est un syndicat qui fonctionne de manière autogestionnaire, etc., derrière, il n'y a pas de pouvoir de sanction qui est donné à cette cellule de veille. Et donc, de toute manière, il faut aussi que ça s'accompagne par de la formation, y compris voilà, en interne sur les questions, les problématiques féministes, de sorte à ce que l'intégralité des camarades du syndicat prennent conscience réellement des enjeux, et du recul sur des situations, parce que ce sera toujours oui, mais c'est le bon syndicaliste dont on ne peut pas se passer, etc. Donc voilà, essayer de réussir à lutter contre des choses qu'on pourrait reproduire à l'intérieur du syndicat. Mais voilà, on n'a pas forcément une solution toute faite, mais en tout cas qu'il y ait à minima des cellules de veille contre ces violences qui soient mises en place pour déjà que la victime ne soit pas seule à devoir traiter seule cette situation ou juste partir du syndicat, ça me semble être une première étape absolument nécessaire. Et sur oui, la question par rapport à se réunir de manière entre femmes dès lundi sur le lieu de travail, etc. Je voulais juste rappeler que dire que nous, par exemple, effectivement, on ne le fait pas forcément sur le lieu de travail. Après, par contre, à minima, au sein des structures syndicales, quand on se retrouve syndicalement, avoir de temps en temps des temps en non-mixité pour pouvoir discuter de certains sujets plus librement, ça paraît aussi être important. Et je voulais... Par rapport à la question justement de l'isolement, alors je ne m'y connais pas du tout dans les branches du privé, donc désolée par avance si c'est à côté de la plaque comme réponse, mais justement le syndicat me semble justement être un outil pour lutter contre cet isolement sur le lieu de travail, que c'est pas forcément que le syndicat, en fonction des configurations, n'est pas forcément une entité sur une entreprise qui a des locaux syndicaux dans cette entreprise, mais que justement ça peut aider à des travailleurs et travailleuses qui sont éparpillés dans plein d'endroits à se regrouper en dehors de ce lieu de travail. Et par exemple dans l'éducation, on n'a pas de locaux syndicaux dans nos établissements scolaires. En fait, quand on se retrouve, c'est vraiment en dehors de notre lieu de travail qu'on se retrouve. Et par exemple, nous, c'est à l'échelle du département qu'on va se retrouver entre personnes de Sud Éducation pour discuter, pour comparer nos situations, pour réfléchir à comment on pourrait lutter contre des pratiques. Voilà, donc je ne sais pas si c'est ou pas transposable, mais en tout cas, justement, il me semble que le syndicat, c'est un outil pour ne pas être isolé, même quand on est isolé physiquement sur un lieu de travail. Et je profite de cette intervention pour m'excuser si tout à l'heure, quand j'ai parlé du 8 mars prochain, j'ai contribué justement à l'invisibilisation du travail du samedi qui est en grande partie féminisé. Et effectivement, je pense que c'est des bonnes perspectives de se dire de justement profiter de ce 8 mars 2025 qui tombe un samedi pour s'intéresser de beaucoup plus près à ces secteurs-là. Et bien, du coup, ça va être le mot de la fin. Pour conclure, avant de se syndiquer, on peut déjà se dire que discuter entre femmes avec les réseaux sociaux ou avec une application de discussion, peu importe laquelle, ça peut déjà être un bon début. À l'échelle de son entreprise, peut-être pas devant les patrons, etc., mais ça peut être déjà un bon début. Remonter nos revendications, proposer la syndicalisation pour les personnes qui en sont très éloignées, c'est un travail de longue haleine, mais qui me semble de plus en plus importante et qui sera de plus en plus d'actualité, puisque la rentrée de septembre nous attend
avec encore plus de grignotage sur nos droits, CSE, etc. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? C'est bon. C'est bon.